Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner de Kavi Média qui reprend les rênes. Vous le savez déjà, après un mois, on va le dire comme ça, 10 jours de pause, effectivement. Après une pause consacrée à la réflexion et à la consolidation de notre vision éditoriale, le scanner fait son grand retour et reprend les commandes dans une actualité très dense où les vérités glissent et les opinions s'entrechoquent. Dans un contexte où l'actualité se fait dense, parfois confuse, notre engagement reste le même. Clarifier, expliquer et vérifier. Ici, on décrypte et on questionne pour mieux éclairer nos auditeurs et téléspectateurs. Pas de place pour l'inquisition, les faits, rien que les faits, et pour les porter des voix crédibles des experts dans leur domaine et ceux qui font l'actualité au quotidien. En ce lundi 7 avril 2025, journée mondiale de la santé, la coïncidence est plus que belle, car s'informer, c'est aussi prendre soin de son état d'esprit. Alors bienvenue dans le scanner sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Au menu de ce matin, comme il l'avait annoncé dans son adresse à la nation le 31 décembre 2024, le président Mamadi Doumbouya a officiellement convoqué le corps électoral pour le 21 septembre 2025 en vue de la tenue du référendum constitutionnel. Il s'agit du premier scrutin organisé depuis l'arrivée au pouvoir du Comité national pour le développement du Rassemblement pour le développement CNRD. C'était en septembre 2021, vous vous rappelez sans doute, bien que cette annonce marque une étape importante dans le processus de transition. Elle suscite toutefois de nombreuses réactions entre scepticisme et réalisme. Les avis sont partagés. Si certains saluent un pas vers un retour à l'ordre constitutionnel, d'autres s'interrogent sur les conditions dans lesquelles ce référendum sera organisé. Ils vont jusqu'à indexer le respect de ce chronogramme qui doit, si rien ne change, se tenir dans un contexte encore marqué par des tensions politiques. Économie également, on en parle depuis le 3 avril 2025. De nouvelles coupures de 20 000 francs guinéens circulent officiellement. Une décision de la Banque centrale de la République de Guinée qui vise, dit-elle, à renforcer la sécurité monétaire. Mais cette nouvelle coupure fait déjà débat pendant que certains économistes trouvent que la Banque centrale exerce pleinement ses prérogatives. D'autres, donc rien d'anormal. Pour d'autres, c'est une manœuvre risquée, voire une planche à billets déguisée. Question, quelle est l'opportunité d'émettre une nouvelle coupure de 20 000 francs dans un contexte économique aussi tendu? Tout à l'heure, les analyses croisées d'économistes, les implications économiques de cette décision et les interrogations qu'elle soulève. Et comme invité, nous recevrons M. Mohamed Lamine Camara, il est économiste. Il sera avec nous dans cette émission. Aux États-Unis, les prises de décision du président Donald Trump font des mécontents. De la Californie à New York, en passant par le Texas, des manifestations ont été organisées ce samedi 5 avril dans de nombreuses villes américaines pour s'opposer à Donald Trump. Ces mouvements baptisés Hand Off, bas les pattes en français, sont la première mobilisation d'ampleur contre la politique du milliardaire président républicain depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier. On en parle dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Si vous y êtes, installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Vous nous écoutez à Bofa, vous nous regardez de ce côté. Merci de votre fidélité. Si vous êtes à Somphonia, merci de pratiquer la radio du développement, le média du développement à Conakry, partout dans les nouvelles communes. Merci de votre fidélité aux auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent à l'instant autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Bonjour Mohamed Ba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Yamoussa Cheikh. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ça va ce matin?
Très bien. Avec son sourire. Très bien. Allez, on parle de ce premier sujet. On parle évidemment de ce référendum prévu pour septembre 2025 à Diallo. Première question, il faut le dire, il faut analyser de fond en comble. Les acteurs politiques s'interrogent. Mais avant, on va aller avec la réalisation pour suivre cet élément de reportage réalisé par Ansoubaï Le Baldé, suivre la réaction croisée de ces acteurs politiques qui aujourd'hui sont divisés quant à cette date du 21 septembre 2025. On suit ça derrière, on se retrouve. Bien que le président du parti ADC BOK salue le décret fixant la date du référendum constitutionnel par le général Mamadi Doumbouya, Ibrahima Sori Diallo reste tout de même pessimiste quant à la tenue des autres élections pour un retour définitif à l'ordre constitutionnel. Bon, cette nouvelle est bien accueillie chez nous. Nous avions quand même l'espoir que ça allait se faire. Et que ce qui nous inquiète maintenant, est-ce que cette nouvelle va coller avec le chronogramme des autres élections? Parce qu'il n'est pas sans savoir que ce n'est pas le référendum qui compte. Ce qui compte après, c'est l'organisation des élections présidentielles, législatives, et communales et communautaires. Et que nous avons quand même des étapes à suivre pour arriver à ça. Et aujourd'hui, on n'a pas de OGE, on n'a pas l'organisation des élections. On n'a pas le fichier. Le fichier doit être maintenant obtenu à travers des recensements exceptionnels, qui n'est plus le RAVEC. Cela veut dire que le RAVEC, c'était seulement des histoires, parce que ça ne sert à rien qu'on ait vraiment parlé maintenant d'un recensement de 45 jours. C'est ainsi que Hamidou Bari, président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs PCIDIC, donne sa position sur la date du référendum constitutionnel. Pour cet acteur politique, le référendum sera la porte d'entrée des autres échéances électorales. Et comme je le disais tantôt, la porte d'entrée vers toutes les élections, c'est les élections référendaires. Aujourd'hui, je m'en réjouis que, quoi que tard, ce décret a été pris par le président Mamadi Doumbouya pourvu que les Guinéens puissent aller aux élections à la date du 20 septembre 2025. C'est une très bonne chose. Après, nous allons voir à l'issue de ça comment des autres élections pourraient être organisées dans un bref de même en 3 mois. Pourquoi pas? Parce que pour aller à ces élections référendaires, on aura déjà notre fichier électoral. On aura un corps électoral extrait du fichier qui serait censé être des futurs électeurs. On aura l'organe des élections, un OGE, une organisation des élections, on aura un fichier électoral. Si nous avons ces 3 ingrédients, je pense que cela suffit pour qu'on parle de quand n'est-il et de quand est-ce que nous allons organiser les autres élections. Il suffit dans ce cas de voir quelles sont les élections qu'on va coupler, quelles sont les élections qu'on va faire face singulièrement. Le décret du président Mamadi Doumbouya est intervenu après l'expiration du premier trimestre 2025, soit 1 jour de plus. Vous l'avez d'ailleurs suivi, ce sont les réactions croisées des acteurs politiques. On a suivi, les mêmes questions reviennent. Le fichier électoral peut-il être fiable, inclusif, à jour d'ici septembre 2025? C'est la question que se posent ces acteurs politiques. Absolument, des questions qu'on peut considérer comme étant légitimes. C'est des politiques qui ont des intérêts à eux, qui ne voient que leurs intérêts à eux. Donc, ceci dit, je pense que quand nous posons le débat de manière, disons, générale, on peut se permettre de le dire que pour un premier temps, on avait bien voulu effectivement rattacher le fichier au niveau du PNRAVEC. Et on avait dit ici que si ça ne tenait qu'au PNRAVEC, il est inadmissible, disons, qu'on puisse effectivement parler de la tenue d'une élection en 2025. Parce que tout simplement, le PNRAVEC nécessite ce qu'on appelle un processus beaucoup plus approfondi, un processus pour ainsi dire assez long. Alors, pour beaucoup d'États, le PNRAVEC avait pris plus de 3 ans, certains 5 ans. Donc, c'était quand même, disons, assez disons, prématuré de la part de certains mêmes dirigeants qui sont allés beaucoup plus en besoin pour dire que le fichier électoral va être extrait dans l'OpenRAVEC. Il faut rappeler encore une fois, l'OpenRAVEC, c'est un programme national qui va au-delà d'une vision ou d'une visée politique tout simplement. Mais on avait dit, puisque de par le passé, nous avons connu ici des fichiers électoraux qui ont suscité ce qu'on appelle
un problème ou des crises au niveau de notre nation, il va de soi qu'on essaie de mettre à côté tous ces fichiers qu'on pouvait considérer par endroit conflictogène et qu'on puisse extraire, disons, un fichier, disons, qui n'est pas, disons, contestable par les uns et les autres. Donc, ce fichier-là, on avait dit, je veux dire, d'aller avec le PNRAVEC. Avec le PNRAVEC, on pouvait, disons, taire toutes les contestations parce qu'on peut se dire que c'est un fichier d'effet de toute manœuvre politicienne qui pouvait effectivement mettre là-dedans des doublons, des triplons et tout ce qui s'ensuit. Et voilà là la question, Yaya. Puisque le PNRAVEC était irréprochable, comme tu l'as développé tout à l'heure, maintenant on a quitté le PNRAVEC, on part sur un recensement biométrique. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un argument qu'on donne aux acteurs politiques? Puisqu'en Guinée, nous le voyons, le référendum constitutionnel, d'abord même la nouvelle constitution, le document n'est pour l'heure pas officiel. Ça, c'est un premier aspect. Le président a pris quand même, a fait la promesse de nous donner une date à la fin ou lors du premier trimestre. Le premier trimestre, 24 heures après, nous avons eu cette date. Mais est-ce que ce n'est pas un mobile qu'on donne aux acteurs politiques demain ou après-demain pour dire ce fichier aussi n'est pas irréprochable, contrairement au PNRAVEC? Parce que là, c'est un recensement biométrique. Je pense que c'est dans l'ordre naturel des choses. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous faites bien de poser ces diagnostics. Des acteurs politiques commencent déjà à crier par le fait qu'ils n'ont pas été associés dès au début de ce processus-là. Vous savez très bien que, dès par le passé, je crois que c'est fondamental que quand on parle d'une élection, c'est une question qui concerne la nation. Il faut tenir compte de l'avis des uns et des autres. Et nous savons ici, on n'invente rien. La société civile, les acteurs politiques sont deux membres à part entière de ce processus électoral. Alors que, à date, les uns et les autres crient déjà à l'exclusion. Alors je pense que c'est une erreur qu'il faut essayer de rectifier de l'autre côté ici, pour en tout cas essayer de taire éventuellement des contestations. Parce que s'ils sont dedans, dans le cadre de ce processus-là, je pense qu'ils auront ce qu'on appelle un droit de regard. S'il y a disons, quelques anomalies qui sont dedans, ils peuvent effectivement contester à l'interne et pour qu'on essaie de prendre compte de tous ces actes-là. Ceci dit, le fichier dont on parle là, et enfin ces recensements biométriques dont on parle là, il nous reste, c'est vrai, qu'encore 2 mois, mais pour qu'on aille à ces référendums constitutionnels, il y a des préalables, vous l'avez rappelé quelques-uns ici. Alors, pour qu'on y aille, il faut une constitution. À date, nous n'en avons pas. Le document n'est pas prêt. N'est pas prêt parce que nous procédons, il y a déjà un comité d'experts qui ont été commis à la tâche pour pouvoir faire la relecture de cet avant-projet. C'est à l'issue de ça, je pense qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'il faut l'adopter éventuellement, la promulguer. Donc, pour ainsi dire, je pense qu'il y a 2 préalables qu'il faut remplir. Des préalables aussi qui constituent à dire que si nous partons à une élection, n'importe laquelle, il faut préparer l'avant, pendant et après cette élection. C'est quelque chose de fondamental. Et pour le faire, il faut un code électoral. À date, nous n'en avons pas. C'est vrai que le projet, il a été approuvé par le gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, il est sur la table du bureau du CNT. Tout cela nécessite ce qu'on appelle un dialogue à l'interne. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je pense qu'on reviendra sur tout ça. Pour qu'on parle des référendums, naturellement, il faut remplir tout cela. Maintenant, l'OG dont on parle, l'organe de gestion, je pense que là, les avis sont tranchés. Il y a une tranche de la classe politique qui pense que le ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation n'est pas crédible pour organiser ces élections. Il y a le gouvernement et beaucoup aussi d'observateurs qui pensent que ça se passe ailleurs. Pourquoi pas chez nous ici? Au Sénégal, ici, nous avons le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, bien qu'on ait une administration électorale autonome à côté. Je pense que tout cela, avec les CENI, on a expérimenté, on nécessitera de le dire, ça a été un gaspillage de trop. Je pense que si la confiance existe, encore une fois, on parle d'une confiance, on peut mettre en place une administration électorale de fait de toute contestation et je pense que ça va nous permettre de faire l'économie de tout ce que nous avons connu ici, décennies budgétivores, j'allais dire, mais qui n'ont pas empêché qu'on ait ce qu'on appelle des crises en crise, parce qu'il faut le rappeler, durant tout presque le règne d'Alpha Condé. Donc, poser les bonnes questions. Et là, je vais me tourner vers Mohamed. Que dire de la question de l'organe qui supervisera le processus électoral? Parce qu'au-delà même du fichier électoral, il y a cet organe qui l'a développé. On avait la CENI aujourd'hui, d'autre part d'OGE. Dans les différentes réactions, on a quand même entendu un acteur politique se poser la question:
Que dire de l'organe qui supervisera ces élections? Voilà l'autre question qui peut se poser. Alors, parce que pour organiser quand même une élection, ça repose sur un certain nombre de critères, et notamment la confiance des acteurs politiques, parce que quand on parle de scrutin, il ne faut pas occulter quand même le fait que ces acteurs politiques, disons, aient quand même un rôle clé à jouer dans ce processus de retour à l'ordre constitutionnel. Et vous voyez déjà à l'orée des choses, et il y a des voix qui s'élèvent dès, disons, quand même le prononcé de cette date concernant la tenue du scrutin référendaire. Il faut aussi noter que ce scrutin, c'est la porte d'entrée, comme l'autre l'a dit tout à l'heure. C'est le premier escalier aujourd'hui qu'il faille quand même, disons, escalader pour qu'on puisse réellement accéder à d'autres élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais le véritable souci aujourd'hui, c'est par rapport à l'inclusivité. C'est vrai qu'on parle de la tenabilité de cette date, mais il faut aussi parler de cette inclusivité. Comment dirais-je? Parce qu'aujourd'hui, ces acteurs politiques qui se disent, disons, marginalisés ou éjectés de ce processus électoral, qui ne sont pas, disons, dedans, il faut quand même dire que cela constitue aujourd'hui un premier problème. L'autre côté, parce que si vous n'êtes pas dans un processus, ça va être très difficile d'accepter l'organe. Parce que depuis, disons, ce qu'on avait dit par rapport à la mise en place de cet organe, disons, qui sera chargé de l'organisation de l'organisation ou de la supervision de cette élection, il y a eu quand même il y a eu des tollés, il y a eu des critiques, disons même de par endroits très vives à l'endroit de tout ce que nous savons aujourd'hui. Est-ce que cela va changer? Est-ce qu'aujourd'hui, cet organe ou l'organe qui sera mis en place, parce que jusqu'à date, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de préalables qui manquent, est-ce que cet organe sera accepté par tous? Parce que pour que les élections soient transparentes, il faut quand même d'abord des préalables. Parce que la CENI a toujours constitué un problème un véritable problème. Mais au-delà de cela, il y a aujourd'hui encore un manque de confiance entre État, entre gouvernement et, disons, acteurs politiques. Donc cela dit, ça veut dire aujourd'hui que l'acceptation de l'organe, si cela devrait quand même être supervisé ou contrôlé par l'État, ça pose assez de problèmes au niveau des acteurs politiques, surtout sachant que ces gens-là, le gouvernement ne fume pas aujourd'hui quand même, disons, le même calumet. Ouais. Donc ça c'est un véritable souci. De l'autre côté, concernant ces différentes préparations-là, c'est vrai, on a le premier lot de kits, et de l'autre côté, on annonce quand même, disons, ce recensement biométrique, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Cela risque de nous prendre assez de temps. Maintenant, par rapport à la tenabilité, je crois que c'est un autre aspect. Est-ce que tu estimes aujourd'hui qu'il faut encore créer une autre institution à l'image de la CENI, budgétivore, comme Yaya l'a rappelé tout à l'heure, budgétivore, parce que c'est de l'argent, il faut un coût. Si on se rappelle, on parlait de 6 000 milliards pour un retour à l'ordre constitutionnel, ou 3 000 milliards, si je ne me trompe, avant même ce processus. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans le processus. Est-ce qu'il faut créer une autre institution qui va peut-être être budgétivore, ou on va confier ça au MATD? Parce que sous Lansana, c'était comme ça. Aujourd'hui, avec ce manque de dialogue que nous constatons, ça va être très difficile de parler d'un organe qui relèverait de l'État. Je crois que le mieux, d'abord, c'est de favoriser la naissance véritable de ce dialogue entre gouvernants et acteurs politiques pour qu'on puisse parler de l'acceptation, parce que je crois que pour éviter un autre coup, parce qu'il y a quand même le recensement biométrique, et cela aussi, il y a des dépenses à effectuer, il ne faut pas l'occulter. De l'autre côté, je crois que le véritable aujourd'hui déclic pour qu'on puisse assister nous aussi dans notre pays à un organe qui relèverait de l'État en termes de gestion ou d'organisation d'élections, il faut au préalable ce dialogue-là. S'il n'y a pas de dialogue, ça va être très difficile
que cet organe dont on parle aujourd'hui soit accepté par ces acteurs politiques. Oui, Yamoussa Cheikh, parlant d'acceptation aujourd'hui, est-ce qu'on peut, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on peut avoir on peut dire qu'il y aura des garanties en matière de transparence et d'impartialité? Parce que voilà la question. On a un fichier, certes, on aura un fichier, on a un organe de gestion des élections, mais l'autre question, c'est toujours cette question de transparence, d'impartialité qui revient à tout moment, à chaque élection en République du Guinée, en Afrique en général. On se pose la question, c'est une élection qui n'a pas été impartiale et trempée dans des fraudes inédites. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des garanties de transparence et d'impartialité avec tout ce qui se passe? Bon, moi je commencerai par dire que j'ai écouté d'abord l'intervention de tout le monde. C'est vrai, avec les préoccupations des acteurs politiques, le reportage qu'on a suivi tout à l'heure dans ce baïlo, c'est vrai. Mais moi, au final de tout, je dirais il faut qu'on arrête de donner de pouvoir, qu'on arrête de douter de notre pouvoir. Car si nous doutons de notre pouvoir, c'est qu'on donnera naturellement... Donc, douter de nos autorités. On donnera le pouvoir à nos doutes, forcément. Et parce que depuis tout ce temps, ça fait près de 3 ans et quelques qu'on est dans cette transition, on est plongé dedans, et tout ce qui est comme préoccupation, tout ce qu'on fait comme réclamation, c'est d'aller vers un retour à l'ordre constitutionnel. C'est d'organiser les élections, aller très rapidement à l'ordre constitutionnel. Ça a été l'appel des uns et des autres, notamment des acteurs politiques. Et aujourd'hui, on a une lueur d'espoir pour dire que oui, très rapidement, on va aller à ces élections, d'abord à travers le vote référendaire dont nous connaissons tous la date. Et puis, il y a des acteurs qui sortent pour nous dire, oui, on est encore sceptique, comme quoi cette date ne sera pas tenable. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que nous voulons finalement? Est-ce que c'est les acteurs politiques eux-mêmes qui ne veulent pas le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, ou bien ce sont les autorités militaires, le CNRD, je vais dire, qui n'est pas prêt pour ce retour à l'ordre constitutionnel? Parce qu'il faut savoir la part des choses, Abdallah. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est d'ailleurs le premier objectif d'une transition. Finalement, chaque transition vient pour réparer les dégâts et puis nous mettre sur les rails. Finalement, mettre sur les rails, ça résonne forcément au retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça l'objectif final. Maintenant, si nous balisons les routes, si nous sommes sur un chemin digne de nom pour nous dire exactement, oui, c'est le moment, parce que vous avez vu, même avec les autorités, de leur transition. Donc pour toi, il y a des garanties? Non, mais non, je ne parle pas forcément des garanties, mais je veux qu'on arrête de douter à chaque fois. Mais s'il n'y a pas de garantie, on doute. Mais il y a des garanties, il y a une volonté. La garantie commence par la volonté d'aller vers la concrétisation des choses. Si depuis 3 ans, on assiste à une sorte de stagnation, on est resté sur place, on n'a même pas évoqué la volonté d'aller vers le retour à l'ordre constitutionnel, mais aujourd'hui l'expression vient crescendo, même à tout moment, ça vient même du côté des autorités. Ce sont elles-mêmes qui expriment la volonté de nous dire oui, voilà, l'ambition c'est de revenir à l'ordre constitutionnel, à l'ordre normal. Alors, vu que ça vient de ces autorités-là, il ne faut pas qu'on les freine sur leur élan. Parce que à chaque fois que nous doutons, il faut qu'on comprenne que nous donnons du pouvoir à ces personnes de passer outre. Donc d'y croire simplement, même sans garantie. Non, on a la garantie. Quelles sont ces garanties? La garantie, c'est d'abord la volonté d'exprimer et puis les actions posées sur le terrain. Je vous rappelle, la semaine dernière, il y a eu l'atelier Bridge, l'atelier modulaire Bridge de formation en administration électorale et en gestion du recensement biométrique. Des administrateurs territoriaux qui sont désormais devenus des administrateurs électoraux. Comme pour dire qu'en termes de la politique sectorielle de notre pays, ce sont les gens qui sont ces acteurs au cœur même du processus. Au cœur du processus et à l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans les régions, les préfectures, mais aussi dans les sous-préfectures et aller plus loin dans nos secteurs ou sous-secteurs. Cela veut dire qu'il y a une volonté et c'est une action. Si nous procédons à la formation de ces acteurs
ces administrateurs territoriaux afin de permettre qu'ils deviennent des administrateurs électoraux, c'est qu'il y a une volonté. Alors on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas d'action posée sur le terrain, on ne peut pas continuer à douter parce que le fait, il faut l'analyser, il faut prendre en compte les réalités et il faut également saluer la volonté exprimée. On parle aujourd'hui en fait de l'amalgame, la désinformation du côté de la classe politique. C'est vrai, je ne suis pas en train de défendre. Tu parles de désinformation. Je parle de désinformation quand on dit que le PNRAVEC par exemple est enterré. C'est une expression lourde. Suspendu. Bon, beaucoup le disent que c'est enterré parce qu'on procède aujourd'hui à la mise en place d'un recensement biométrique rapide qui va nous permettre directement d'aller vers rapide mais fiable. Qui va nous permettre d'aller vers ces élections. Bien. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Alors si on trouve que le PNRAVEC, c'est un processus lent qui ne peut pas très rapidement nous connaître parce qu'il y a des préalables, il y a encore de nouveautés à ajouter. Donc, alors on procède directement, on vire vers le recensement biométrique pour aller plus vite. Pour aller plus vite et accéder au retour à l'ordre constitutionnel. Donc garantie. Moi je trouve qu'il y a une garantie. Bien, maintenant une question pour tous, pour qu'on puisse évoluer. Il y a Diallo. Aujourd'hui, est-ce que la question cruciale, est-ce que ce chronogramme est tenable? Est-ce que ce processus est tenable? Est-ce que ce référendum est tenable dans ce contexte, contexte marqué notamment par ces tensions politiques, puisque les tensions sont palpables là? Évidemment, et c'est la question vaut tout son pesant d'or. Je voudrais dire de passage que quand on cesse de douter, on cesse d'exister. Bien, monsieur. Il faut douter. C'est de la philosophie. Il faut accepter la réalité. C'est légitime. Le problème, c'est quoi? C'est de tout rejeter. C'est le problème. Mais vous avez rappelé quelque chose ici de très fondamental. J'ai bien aimé. On va s'écouter. Vous avez rappelé de ces ateliers. Vous avez rappelé de ces ateliers. C'est bien vrai, ces ateliers-là. C'est un pas. C'est un grand pas. Mais vous l'avez rappelé ici, il n'y avait que les administrateurs territoriaux. C'est un processus. C'est un processus qui sont issus de l'exécutif. Justement. Et de par le passé, parce que nous débattons, nous partons de l'expérience pour poser un diagnostic. Les administrateurs territoriaux, on nous a rappelé et nous connaissons de par l'histoire aussi le niveau d'implication de ces administrateurs territoriaux et nous connaissons de par le passé les positions dans le cadre du processus électoral. Donc je pense que puisque c'est une compétition ouverte, ce n'est pas une compétition pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est une compétition qui va au-delà. Donc qui nécessite effectivement le concours de tout le monde. Je pense que comme tel, la logique voudrait que cette formation aussi puisse, disons, avoir en son sein des acteurs de la société civile, pourquoi pas des acteurs politiques. Revenons à la question. Pour répondre à cette question. Est-il tenable? Le programme peut être tenable si on essaie de mettre les bouchées doubles. Les bouchées doubles consistent à dire que, effectivement, avec le RAVEC, on avait bien voulu extraire un nouveau fichier. Ça n'a pas marché parce que, en réalité, les moyens manquent, bien qu'il y ait des efforts qui ont été fournis, mais les moyens manquent, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on parlait de plus de 3000 agents qui devraient être déployés sur le terrain, mais on se rend compte que ça patrouille parce que tout simplement, beaucoup n'ont pas réussi, disons, les per diem. Ceci dit, si on essaie de capitaliser tout cela, moi je pense qu'on peut effectivement respecter ces délais qui est annoncé encore une fois. Maintenant, si c'est une façon effectivement de, disons, déterre les contestations internes et externes, on peut aller effectivement et puis finalement, on peut se rendre compte que ce n'est plus tenable parce que c'est pas notre souhait aujourd'hui. Nous voulons qu'on puisse mettre en place tout ce qu'il nous faut. Nous avons rappelé les préalables ici. C'est qu'on un processus électoral, c'est pas mécanique. C'est pourquoi on a dit c'est un processus. Il y a là fondamentalement des préalables dont il faut respecter. Et ça, quand on parle d'un processus électoral, on ne voit pas Paul ou Pierre. Parce que les élections, on les fait, c'est pour les Guinéens. Je pense que si nous voulons qu'on ait des élections, encore une fois, pas n'importe lesquelles, il faut qu'on essaie de respecter un certain nombre de choses. Bien, tenable, oui ou non, selon toi? Ça va être très difficile de répondre de façon mécanique. Oui ou non, mais en ce qui concerne la tenabilité, je vais croire quand je vais voir. C'est-à-dire je vais croire quand je vais voir. Je crois que c'est simple. Tu es en train de philosopher là. Je ne suis pas en train de philosopher. Parce que vous savez, on a rappelé pas mal de choses très importantes qui concourent quand même pour l'organisation d'un scrutin. Allons-y même au-delà du scrutin référendaire. Parce que pour un scrutin, il faut beaucoup de choses. Nous avons 5 mois
je crois bien 5 mois, si ma mémoire est bonne, d'avril en septembre, pratiquement 5 mois pour organiser un scrutin, disons un référendum, pas peut-être comme la présidentielle, mais qui doit quand même constituer, parce que les résultats de ce scrutin référendaire, ça, c'est le début aussi de la confiance garantie entre non seulement citoyens et gouvernants et gouverneurs, mais aussi entre gouvernants et acteurs politiques. Parce que on parle là d'une constitution dont pour l'heure quand même on ne sait pas réellement. Pour l'heure c'est compliqué. C'est compliqué d'en parler. On parle d'un projet de constitution, d'un avant-projet même de constitution. Donc d'avant-projet de constitution, on a projet de constitution et finalement nous avons constitution qui doit aller jusqu'à disons la promulgation. Et pour le moment, aucun escalier n'est là par rapport à cela. C'est vrai qu'on parle d'un texte qui existe aujourd'hui. On a fait venir des experts pour regarder tout cela et savoir réellement est-ce qu'il y a des failles à corriger par-ci et par-là. Il y a eu, disons, des propositions de changement, c'est-à-dire par rapport même au contenu de l'avant-projet qui a été soumis à tout le monde parce que le CNT est parti du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est qu'il faut quand même reconnaître. C'est qu'il faut reconnaître quand même et vraiment mettre cela à l'actif de ce CNT. Comme on aime les appeler. Évidemment de ce CNT qui est là aujourd'hui, mais de l'autre côté, parlons d'abord de l'organe législatif, de l'organe des gestions de ces élections. Vous le savez, nous tous aujourd'hui, on est pour quand même aujourd'hui que cet organe relève, disons, de l'État parce que ça va coûter moins. Mais ceci, il y a aujourd'hui une neutralité avérée. Ceci, aujourd'hui, cette commission, disons, elle est indépendante, elle est impartiale. Et vous le savez, cela aussi prend en compte ce qu'on appelle un budget. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a tout ce qu'on est en train de rappeler là, une garantie par rapport à cela? Donc, vous le savez déjà concernant même... Un organe crédible. Un organe crédible. Bien. Et aujourd'hui, ce qui est loin d'être le cas par rapport à ce qui se passe entre acteurs politiques et les autorités aujourd'hui qui sont en train de gérer cette transition-là. Parce que, vous le savez, cela est parti aujourd'hui des velléités d'une présentation ou d'une candidature de l'homme aujourd'hui du sein... Supposé. C'est pourquoi je dis présumé. Il faut le dire... candidature du général Mamadi Doumbouya. Vous le savez, il y a pas mal aujourd'hui de voix qui s'élèvent dans ce sens-là pour dire qu'il veut se présenter, même si jusqu'à date, il n'a jamais dit pour l'heure, en tout cas quand même la question, il ne s'est pas prononcé dessus, mais on dit parfois qu'il ne dit mot consent. Toutes les personnes autour de lui sont en train d'œuvrer quand même dans ce sens-là. Donc ça, c'est un véritable souci aujourd'hui d'acceptation et surtout de confiance. Et il faut le rappeler. Yamoussa, au-delà du doute, est-ce que tu es d'accord que ce processus est tenable? C'est-à-dire cette date est tenable. D'abord, les deux ne se prononcent pas sur le sujet parce qu'ils continuent de douter. Et si on dit... Non, mais elle a déjà dit. Si les préalables sont là, mon ami, tu cesses de douter, tu cherches d'être journaliste. Mohamed vient de nous dire que j'y croirai, c'est quand je vois. C'est que tant que les élections ou le vote référendaire ne se tient pas, lui, c'est un non déguisé. Il a déjà dit, il faut comprendre. Il refuse de se prononcer. Mais il faut dire aussi à Yaya Diallo d'accepter de comprendre, de ne pas occulter le fait que les administrateurs territoriaux sont une partie intégrante de l'organisation des élections. Il ne faut pas dire les acteurs sociaux, les acteurs de la société civile, les acteurs politiques n'ont pas été formés d'abord. Ils n'ont pas bénéficié de formation bridge. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est les administrateurs territoriaux de Conakry, à Yomou, à Zor, ils ont été tous là pour être formés et être transformés en administrateurs électoraux. Ça, c'est un pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. La question, est-ce que cette date sera tenable ou pas? Moi, je dis jusqu'ici, je suis optimiste parce que il nous reste, je suis optimiste. Je ne dis pas que c'est avec un grand oui, mais je reste convaincu. On va aller avec un petit oui. Écoutez, je ne dis pas que ça soit un petit oui ou un grand oui. Je donc dis que alors. Je ne doute pas. La question, elle est simple. Non, mais je de l'espoir. J'espère. Je de l'espoir. Non, mais ce n'est pas toi qui... Écoute, Yaya, c'est pas toi qui parles à ma place. Non, mais je n'ai
pas de c'est On va l'écouter là. Un petit oui. Abdallah, alors. je n'ai pas de petit oui, je n'ai pas de grand oui, mais je suis optimiste que cette date, voilà, je suis nourri d'espoir que cette date sera tenable. Pourquoi j'ai de l'espoir? Il faut le comprendre. Cette date sera tenable parce que nous avons encore 5 mois devant nous, et qui parle de référendum constitutionnel parle de l'adoption de la loi fondamentale. C'est pas une élection, c'est pas de la nouvelle constitution forcément, c'est pas une élection comme les autres. Il s'agit de voir l'adhésion de la du peuple. Oui, c'est un oui. Est-ce qu'on est d'accord de l'avant-projet que le CNT a proposé pour devenir constitution, projet de constitution pour le peuple de Guinée, qui va être une loi fondamentale qui va nous rassembler et nous ressembler? Oui ou non? Oui, le peuple se prononce en faveur de oui, mais voilà, l'adoption, elle est faite, le référendum, et c'est fini. Et donc, si on nous disait au moins qu'on ne peut pas tenir les élections politiques, je précise, courant l'année 2025. La constitution, elle est politique, là. Non, je dis les élections politiques, c'est-à-dire les élections communales, communautaires, législatives et puis présidentielles. J'allais dire que de façon séparée, ces élections, c'est un peu, c'est impossible de les organiser. Mais la simple élection référendaire, le simple vote référendaire, moi je suis d'accord que c'est possible avec le temps, avec les 5 mois qui sont encore devant nous, que la volonté existe déjà et on est capable de tenir si vraiment on veut, parce qu'il s'agit de oui ou de non, la nouvelle constitution. Bien, ce qui est déjà compris. Une pause, le temps pour nous de tourner la page et d'aller vers ce sujet économique. Nous parlons tout à l'heure du franc guinéen avec l'émission de nouveaux billets de 20 000 francs guinéens. Cette décision prise par la Banque centrale qui divise également les économistes ou des économistes. C'est tout à l'heure, ne zappez surtout pas. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique.
Vous êtes dans le scanner de Kavi Média. On est ensemble pour 1h30. Vous l'avez déjà compris. Encore quelques minutes à passer ensemble. Environ 50 minutes à passer ensemble dans cette deuxième partie du scanner de Kavi Média qui vous parvient du lundi au vendredi. Quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30. Vous pouvez nous laisser vos différentes réactions sur le 629 95 67 67. Participez au débat en nous écrivant sur le plus 224 629 95 67 67. Depuis le 3 avril 2025, de nouvelles coupures de 20 000 francs guinéens circulent officiellement en République de Guinée. Une décision de la Banque centrale qui vise, dit-elle, à renforcer la sécurité monétaire. Mais cette nouvelle coupure fait déjà débat pendant que certains économistes trouvent que la Banque centrale exerce pleinement ses prérogatives. Donc rien d'anormal. Pour d'autres, c'est une manœuvre risquée, voire une planche à billets déguisée. Question alors, quelle est l'opportunité d'émettre une nouvelle coupure de 20 000 dans un contexte économique aussi tendu? Tout à l'heure, vous allez entendre les analyses croisées d'économistes. Un économiste va s'exprimer sur le sujet. Un reportage réalisé par notre rédaction. Et sur ce plateau, il nous rejoint déjà Monsieur Mohamed Lamine Camara. Il est économiste. Bonjour Monsieur Camara, bienvenue. Oui, bonjour mon cher Abdallah. Et bonjour à l'équipe de Kavi Média. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir et un devoir. On suit cet élément de reportage derrière. On se retrouve ici en studio pour décrypter ensemble avec notre invité. Pour Dr Kierno Abdoulaye Bari, la Banque centrale a le plein droit de créer et de mettre en circulation de nouveaux billets de banque dans le respect des principes légaux en la matière. Aujourd'hui, on est face à une situation qui concerne l'émission de nouveaux billets, d'accord, pour des raisons qui, paraît-il, doivent faire l'objet d'une justification, d'accord, d'une clarification au niveau de l'opinion. Mais moi, je tiens à dire aux uns et aux autres que la Banque centrale n'a pas à se justifier par rapport à l'opinion sur le fait qu'elle a créé ou elle n'a pas créé la monnaie. C'est elle qui gère la politique monétaire dans un pays. Elle est autonome, elle prend ses décisions. Mais seulement les décisions d'une banque centrale doivent tenir compte de certaines contraintes, non seulement réglementaires, mais aussi stratégiques et aussi politiques. Très bien. Ainsi, on a des billets de 20 000. Dans le cadre de la quantité de monnaie en circulation dans le pays qu'est la Guinée, l'ensemble de ces billets, de ces pièces et autres en circulation dans le pays constitue ce qu'on appelle la masse monétaire. Mais la grosse question qu'il se pose est de savoir l'opportunité qui a prévalu à la création de ces nouveaux billets de 20 000 alors que les anciens sont toujours en circulation. Moi, je vais dire qu'on ne peut pas applaudir, on ne peut pas ne pas aussi applaudir, on va juste observer. Tout est-il que les arguments qui ont été argués pour dire voilà pourquoi on est en train de créer les nouveaux billets de 20 000, économiquement parlant, ne tiennent pas la route. Je m'excuse, mais je suis avec des spécialistes en monnaie au niveau de la Banque centrale. Ils n'ont pas pris leurs décisions de façon fantaisiste, non. Ils ont dû prendre sur la base de certaines informations que nous, on ne détient pas et qu'on souhaiterait détenir afin d'approfondir la réflexion sur l'opportunité de mettre en circulation de nouveaux billets de 20 000 francs, d'accord, en augmentation des anciens billets qui sont là et qui sont censés être des billets contrefaits pour une certaine quantité, être des biens non sécurisés pour une certaine quantité, être des biens qui ne répondent plus à certaines normes écologiques, économiques, et pourtant, ces biens sont toujours là et en circulation. Ça va? Donc, grosso modo, il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de noirceur un peu à l'horizon qu'il convient pour les spécialistes de la Banque centrale d'apporter un peu plus d'éclairage. Et une telle annonce aura forcément des impacts au sein de l'opinion si elle n'est pas bien expliquée aux consommateurs, a déclaré l'universitaire. Le simple fait d'avoir donné l'information qu'on va émettre de nouveaux billets de 20 000 francs, cette information peut être capitale. Ça peut engendrer dans l'économie des effets pervers. Les gens vont se dire que ok, comme c'est le cas qui s'est passé, certainement que le prix du lait va monter, le prix du sucre va monter, alors que ce n'est même pas encore monté. Donc, eux-mêmes prennent la décision de dire, le lait que je vendais à 4 000, je le vends à 5 000 francs maintenant, en prévision de l'effet des nouveaux billets de 20 000 francs dans la circulation.
De nouveaux billets de 20 000 en circulation. Monsieur Mohamed Lamine Camara, économiste. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention l'autre économiste, docteur, qui essayait quand même de soulever quelques questions aujourd'hui. La première qu'elle soulève, c'est quelle est l'opportunité d'émettre de nouveaux billets de 20 000. D'autres économistes aussi se posent certaines questions, à savoir, est-ce une planche à billets déguisée, monsieur Camara? Exactement, c'est une planche à billets. Parce que il y a un certain nombre de billets qui seront émis dans la circulation sans qu'il n'y ait des dispositions urgentes, immédiates, pour en retirer la contrepartie dans les anciens billets qui sont déjà qualifiés de non sécurisés. Donc c'est une quantité importante qui vient s'ajouter à la quantité existante. Donc c'est une planche à billets, mais pour que moi je trouve personnellement une façon, à travers mon observation, à travers mes analyses, je trouve que c'est légal. C'est pourquoi dans certaines stations, j'appelle ça une contrefaçon légale, mais qui a pour but de relancer la croissance. Donc booster l'économie. Une inflation qui a pour but de relancer la croissance, c'est-à-dire une inflation modérée. Donc c'est ce qui veut dire que la planche à billets est synonyme à une inflation. La planche à billets, oui, bon, ça va créer une inflation parce que c'est des billets qui sont créés pas sur la base de quelque chose. C'est parti de rien. L'État n'a pas, à travers la production, les investissements, à travers d'autres éléments. Monsieur comme Camara, le fisc. vous êtes en train de dévier. Je sais que vous mâchez les mots. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'État n'a pas d'argent pour tous les travaux déjà entamés dans le pays? On est obligé de faire de la planche à billets pour donner un coup de pouce à l'économie parce que le franc guinéen est autonome, différent, ce qui est différent des zones CFA. Parce que pour le franc CFA, il est presque impossible de faire de la planche à billets sans enregistrer une inflation catastrophique. Est-ce que c'est ce qui arrive pour le cas guinéen? La Guinée, effectivement, est en train de faire une planche à billets. Je suis d'accord. Je n'esquive pas la question. Je dis, cette planche à billets peut avoir des conséquences. Oui, va avoir des conséquences. Si la disposition reste comme ça, elle aura des conséquences parce que le taux d'inflation espéré, si ils veulent maintenir à un taux, ils ont fait ça, ils savent combien ils vont injecter, cela va nous amener peut-être à une inflation modérée, mais il y a des dispositions, puisque c'est des billets de 20 000 qu'ils ont imprimés. C'est des billets de 20 000. Normalement, si j'étais à la place de l'État, dans de telles situations, je retirais complètement les anciennes coupures pour les remplacer par des petites coupures de 10 000, de 15 000, pour ne pas encourager de 10 000. Non, ça ne va pas empêcher l'inflation parce qu'il y a une quantité qui est venue. Il y a les anciens billets de 20 000 et il y a les nouveaux billets. Donc alors, je retire complètement les anciens billets, parce qu'ils sont qualifiés de non sécurisés et autres. Je les remplace, la valeur de ces 20 000 là, des anciens billets de 20 000, je remplace ça par des petites coupures de 10 000, de 5 000, de 500. Sinon, il y a l'inflation que va créer leur émission dans la circulation des nouveaux billets de 20 000, il y a une inflation mécanique qui va se créer. Je vais vous expliquer ça très rapidement. Vous savez, quand vous allez par exemple dans certaines boutiques, ça va se créer généralement sur le secteur du commerce, le secteur du transport. Dans certains tronçons, avec les conducteurs taxi-moto, vous allez voir que le tronçon coûte par exemple 3 ou 4 000. Lorsque vous arrivez à destination, peut-être que avant l'émission, le tronçon était à 2 000, le tronçon va être à 3 000, 3 500. À cause de la rareté des billets de 5 000 et de 1 000 francs, dès que vous arrivez à destination, le taximètre vous dit « Ah, j'ai pas de monnaie ». Est-ce que vous voyez? Cela répété sur plusieurs cas, finalement les prix montent. Non, finalement, les ménages, les gens qui se déplacent, vont finalement accepter de payer 5 000 francs parce qu'il n'y a pas de monnaie par défaut de monnaie, par défaut de petites coupures. Alors, cette inflation créée mécanique, ce n'était pas l'objectif de la politique monétaire.
Vous voyez? Donc, pour éviter ce type d'inflation mécanique, puisqu'il y a eu plusieurs impressions de billets, plusieurs planches à billets qui ont créé des inflations mécaniques, un cumul d'inflation mécanique pour donner, pour donner raison à certains économistes qui disent que nous allons rentrer dans la spirale inflationniste ou l'inflation galopante, il faudrait que ces billets de 20 000 francs-là, les anciennes coupures, puissent être retirés et que l'équivalent soit imprimé en des billets, en des petits billets. Donc ça n'empêche pas l'inflation, la planche à billets créée par l'État. Bien, oui, Mohamed. La Banque centrale. Pour la Banque centrale de la République de Guinée, il s'agit quand même d'un besoin d'optimiser la circulation, comme vous venez de le dire, la circulation fiduciaire et de répondre aux exigences, disons, de transactions commerciales. Vous, est-ce que vous approuvez cette autre thèse de la BCRG qui aujourd'hui est quand même en train de donner des arguments selon lesquels il faut renforcer cet aspect sécuritaire? Bon, je l'ai dit à plusieurs niveaux que je ne suis pas d'accord, c'est moins convaincant. Et je vais dire pourquoi. Selon moi, c'est des facteurs exogènes et des facteurs endogènes qui sont en train de pousser l'État à recourir à la Banque centrale afin qu'il y ait une planche à billets pour financer son déficit budgétaire. Tant que nous ne voyons pas le retrait complet des anciennes coupures, nous considérons ça comme une planche à billets. OK? Donc, cette argumentation de la Banque centrale qui parle de la sécurisation et de l'adaptation, je ne suis pas d'accord. Parce que ce n'est pas quelque chose qui a été proposé ou ce n'est pas des rumeurs à travers les banques primaires qui se sont plaints qu'il y a trop de faux billets dans la circulation, surtout au niveau des billets de 20 000. Et ce n'est pas la population qui s'est plainte. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait pas de liquidité à la Banque centrale? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? La Banque centrale manque de liquidité, il faut émettre des billets sous Kassori. C'était le même argument. Il faut sécuriser de nouveaux billets. On a injecté de nouveaux billets dans le processus économique. Et vous savez, les répercussions. Et le franc guinéen se portait très bien depuis 2020 ans, il faut le reconnaître. Et vous êtes économiste, vous pouvez peut-être le confirmer ou l'infirmer. Depuis 2020 ans, depuis le coup d'État, le franc guinéen se comporte quand même très bien. Le taux d'échange, il est bon. Jusqu'à aujourd'hui, c'est bon. Est-ce que, comme Mohamed l'a dit, la Banque centrale a parlé de sécurité? Oui, il y a des faux billets qui se retrouvent dans la circulation. Mais est-ce qu'on peut dire que la Banque centrale de la République de Guinée était en manque de liquidité parce que vous savez qu'il y a des bons qui sont émis, qui ne sont pas payés. Vous savez qu'il y a des banques primaires aujourd'hui qui pourraient avoir de la liquidité, qui n'ont pas parce qu'il y a quand même un barème qu'ils ne devraient pas franchir. Et pourtant, ils doivent aussi s'acquitter vis-à-vis de leurs clients. Bon, vous savez, quand on met une politique, on anticipe sur la politique. La Banque centrale, à mon avis, sachant qu'elle va émettre des billets de 20 000, a pris des dispositions. OK? Supposons. Les dispositions là, c'est de rendre difficile le retrait des banques primaires, restreindre un peu. Cela va créer un manque à gagner qui servira au nouveau billet de 20 000 dans l'économie. Je m'explique dans un français simple et un exemple de quartier. Quand vous allez par exemple à la station pour faire la vidange de votre voiture, 5 litres, on doit mettre dans votre voiture. Mais le litre coûte à 50 000 à la station. Maintenant, vous décidez de façon exprès de mettre 3 litres de l'huile de station. Donc ça vous fait 150 000 francs que vous avez payé. Dans le quartier, il y a l'huile de 15 000. Vous venez, vous prenez 2 litres là-bas, vous mettez. L'essentiel est que votre voiture a reçu les 5 litres. Les 5 litres. Est-ce que c'est la même qualité? Avec la même qualité? Non, pas avec la même qualité. Pas avec la même qualité. L'huile de station, c'est l'argent, c'est la voie par laquelle les banques primaires peuvent augmenter la masse monétaire en circulation. Et les 15 000 est la voie de la planche à billets. Mais l'essentiel est que les 15 000 francs, les huiles de 15 000 et les huiles de 50 000, le tout est dans votre voiture et vous avez vos 5 000 en termes
en termes de trucs, même s'il y a une dégradation de quantité. Mais la planche à billets, elle n'est quand même pas interdite, hein, parce qu'aux États-Unis, c'est le pays le plus endetté qui utilise ce processus pour toujours redynamiser l'économie. J'apprends. Mais c'est un système américain. Les Américains, d'ailleurs, ils disent que lorsque... Comme le cas guinéen, aujourd'hui, vous voyez que si ce n'est pas les lundis ou les week-ends, la circulation n'est pas dense. Il y a un comportement qui s'est créé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes qui sont en train d'impacter la Guinée. Les facteurs exogènes, je peux citer par exemple la guerre de la Russie avec l'Ukraine. À côté ici, nous avons des pays qui se sont réunis et qui carrément la CEDEAO. Nous avons la suspension de l'aide par le gouvernement Trump. Voilà, c'est un ensemble. Je ne vais pas en citer assez, mais nous serons pris par le temps. Prenons dans les facteurs internes. Vous avez la tension entre la Guinée et le Fonds monétaire international. Donc, par ricochet, les institutions de Bretton Woods. Nous sommes aussi dans une situation de transition où les ménages s'abstiennent à consommer. Leur revenu est constitué en épargne de précaution. Donc l'État, qu'est-ce que l'État a fait dans une telle situation? Il provoque l'inflation, mais une inflation modérée. Et donc, quand les gens vont voir l'argent circuler dans leurs mains, ils vont aller vers la consommation. Et la consommation va stimuler la production. La production, donc la consommation prend une tendance élevée, la production suit, l'investissement suit, les entreprises auront de quoi vivre. Et ils ne vont pas réduire leur effectif pour agrandir le chômage. Sinon, l'inflation, si des dispositions comme ça, je dis bien que des dispositions par rapport à ça doivent être aussi prises, tant sur le plan fiscal et autres. Sinon, je suis d'accord qu'on peut aller à une inflation forte. On peut aller à une inflation forte si les dispositions ne sont pas prises. Et ça a des conséquences, ça n'a pas des avantages. Bien, ce qui est déjà compris, nous allons aller avec nos obligations commerciales. Et derrière, on poursuit cette belle émission avec notre invité, M. Mohamed Lamine Camara. Il est économiste. Avec lui, nous parlons de cette mise en circulation de nouveaux billets de 20 000 francs guinéens. Ne zappez surtout pas. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit.
Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Dernière partie de cette émission, le scanner, plus que quelques minutes à passer ensemble pour cette dernière partie avec notre invité. Il est économiste, M. Mohamed Lamine Camara. Avec lui, nous parlons de l'émission de nouveaux billets de 20 000 planches à billets au véritable souffle pour l'économie guinéenne. Tantôt, M. Camara, on parlait notamment des avantages de la planche à billets, mais tout à l'heure, il faut aussi parler d'inconvénients. Aujourd'hui, que risque la Guinée? Que risque la Guinée après l'émission de ces nouveaux billets? Voilà, je commencerai par dire d'abord que si des petites coupures n'accompagnent pas le processus, on doit s'attendre à un taux d'inflation qui n'est pas espéré, qui ne sera pas entraîné que par la politique monétaire mise en place. L'autre aspect, c'est que si nous devons parler des avantages, nous devons parler avec réserve. Parce que le courrier de monsieur le gouverneur de la Banque centrale, une sommité pour laquelle j'ai un grand respect, n'est pas trop bavarde sur la quantité à injecter dans la circulation. Donc c'est un non-dit, il faut faire très attention. Et quand nous savons également qu'en 2015, janvier 2015, il y a une augmentation du taux d'inflation en glissement annuel par rapport à décembre 2025. Et quand nous prenons les estimations de 2023 qui disaient qu'on allait dépasser les deux chiffres, on allait dépasser 10% entre 2024 et 2025, ça veut dire que déjà le stade qui est là est proche du risque. Si la quantité qui sera émise dans la circulation n'est pas modérée, est excessif, tient compte que des besoins de l'État, mais ne tient pas compte de la population, nous allons créer une inflation forte. Qu'est créer une inflation forte? Une inflation forte va réduire très considérablement le taux d'imposition fiscale. Si le taux d'imposition fiscale n'est pas réduit avec un taux élevé d'inflation, nous allons appauvrir complètement la population. Parce que l'inflation, c'est quoi? C'est que vous avez beaucoup d'argent avec vous et que cette somme-là ne vous permet pas d'avoir assez de biens. Et pourtant, quand il n'y avait pas d'inflation, vous avez peu d'argent avec vous et ce peu d'argent vous permettait d'avoir assez de biens. Vous arrivez à créer l'équilibre. Donc, on va créer une inflation forte qui va entraîner la baisse de la production, qui va entraîner la baisse de l'investissement, qui va créer le chômage et qui va désinciter les investisseurs à investir parce qu'ils n'arrivent pas à anticiper sur leur investissement. Et donc, ils vont réduire les effectifs et nous allons créer le chômage. Ça peut être un chaos. Monsieur Camara, aujourd'hui quand même, on parle, c'est-à-dire des dégâts, si on peut le dire comme ça, ou des conséquences, disons, parlons des conséquences. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me préoccupe, et je vous pose cette question, quel danger ou quel autre danger qui pourrait être lié à cette augmentation, disons, de masse monétaire et surtout non alignée? C'est ce que je viens de vous dire. Dans un français facile, est-ce que vous voyez? C'est pourquoi j'aime aller en exemple. C'est important. Exemple de quartier. C'est-à-dire, l'inflation, c'est quoi? Vous avez 1000 francs aujourd'hui, ou bien vous avez 5000 avant l'inflation. 5000 vous permet d'avoir une boîte de sardines. Maintenant, lorsqu'il y a l'inflation, 5000 ne vous permet plus d'avoir une boîte de sardines. Si votre revenu disponible, par exemple, est 5000, c'est que vous n'arrivez plus à créer l'équilibre entre
votre revenu disponible et votre besoin à consommer. Maintenant, si à l'inflation, là où vous gagnez 5 000, vous ne gagnez plus 5 000 là-bas, vous gagnez 6 000. Ou peut-être que vous avez eu à prendre vos 5 000, vous avez mis à la banque pour un taux d'intérêt de 1 000 francs. Est-ce que vous voyez? Les taux d'intérêt de 1 000 francs sur vos 5 000, normalement, si ce n'est pas une période d'inflation, vous avez gagné 1 000 francs comme taux d'intérêt. Mais avec l'arrivée de l'inflation, la sardine est à 6 000. Vous vous dites pourquoi d'ailleurs vous avez épargné? Parce que les 1 000 francs que vous avez gagnés sur votre placement vous permet maintenant, au lieu d'aller de vous aider à avoir plusieurs biens, vous aide à avoir le même bien mais à un prix élevé. Donc ça veut dire que c'est une façon d'appauvrir la population au profit de l'État. Bien. Alors, monsieur Camara, je voudrais dire que, puisque nous sommes tous d'accord, et surtout vous les économistes, que la production quand même devrait, disons, constituer, disons, la création de la richesse dans un État. Donc, c'est ce qui devrait quand même prévaloir bien avant qu'on procède à cette planche à billets. Mais c'est une autre solution, comme vous avez dit, une alternative. Alors, dites-nous à long terme, puisque nous supposons que ce qui est en train d'être fait ici, c'est un, disons, processus qui consiste à résoudre un problème à moyen terme. Alors, si ce problème perdure, quel risque l'État de manière générale? Bon, à long terme, il y a une relation empirique. Je suis d'accord qu'à long terme, ça peut créer problème. Ok. Si, parce que avec l'inflation, l'État est obligé de diminuer le taux d'imposition fiscale. Il ne peut pas créer une planche à billets sans diminuer le fisc. Mais s'il maintient le fisc... Le fisc, ce sont des taxes. Les taxes, les impôts doivent diminuer. Normalement, quand tu augmentes tes dépenses, et parce que faire la planche à billets, pour financer tout ce que l'État a pris comme estimation en termes de dépenses, hein, et nous avons vu que les dépenses de l'État ont connu une nette croissance. Dans la validation de leur budget 2025. Et donc, vouloir combler le déficit budgétaire par une planche à billets, hein, c'est une façon d'augmenter ses dépenses, c'est-à-dire une politique budgétaire expansionniste, mais il va falloir à côté qu'il y ait une politique fiscale contractionnelle, c'est-à-dire qui vise à diminuer le taux d'imposition fiscale. Si cela n'est pas fait, je l'ai dit bien que on va appauvrir la population parce que l'inflation est aussi une façon, c'est une imposition, mais qui n'a pas été votée par l'État, par la population. Peut-être l'avant-dernière avant de vous laisser aller, ou la dernière question, c'est par rapport au nombre de billets qui doivent être émises. Là, émis. Là, je vois que dans la communication de la Banque centrale de la République de Guinée, le nombre n'est pas défini. Et ça, c'est un véritable souci. Combien de billets de 20 000 vont être émis? Cela n'a pas été dit. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas toujours craindre? C'est pourquoi il faut craindre. Parce que j'ai donné les avantages et dans quelle prédisposition l'État peut faire ça. Normalement, est-ce qu'on ne devait pas dire qu'on a besoin de mettre 10 000, 100 000 billets pour que au moins le citoyen lambda, vous économiste, vous soyez situé? Voilà. Combien? Est-ce que c'est le déficit budgétaire qui a été comblé? Donc on connaît déjà combien de milliards ont été injectés. Mais à ce niveau, je vous ai dit, j'ai dit on ne connaît pas. Et donc, si on doit dire à la population de ne pas s'inquiéter, mais à cause de ce non-dit, on dira à la population de s'inquiéter un peu. Même si, moi en tout cas, si j'étais parmi les conseillers économiques de Monsieur le Président de la République ou peut-être du ministre des Finances, je n'allais pas opter par cette voie de refinancement de l'économie. J'allais prendre des dispositions. Nous sommes dans la refondation. Il faut qu'il y ait des nouvelles pratiques. Ça, c'est des pratiques anciennes, vraiment. Donc, il faut qu'il y ait des nouvelles pratiques pour qu'on ne répète pas les mêmes erreurs du passé. Alors, nous sommes une monnaie unique au niveau de la sous-région. Est-ce que aussi cette autre politique peut aussi entraîner, si on dit, la dépréciation davantage de la monnaie guinéenne? Mais, mon frère, il y aura une dépréciation de la monnaie guinéenne par rapport à la devise. Hein. Ça, même quoi qu'on cite les avantages, il y aura une dépréciation. Parce que regardez, moi en tant qu'économiste,
il y a certains commerçants qui n'ont pas fait des écoles d'économie, mais qui sont économes. Hein? Mais qui sont plus bien d'ailleurs parfois que certains économistes aussi. Chacun, qu'est-ce qui va se passer? Pour se protéger contre l'inflation, beaucoup vont courir pour aller vers les devises. Je prends mon argent, je mets en devise. Est-ce que vous voyez? Là aussi, on parle des manques de devises déjà en partie dans notre pays. Maintenant, en allant, parce qu'il y a l'offre et la demande de devises qui sera là, hein, déjà il y a un facteur interne qui fait que les gens vont vers la devise, se protéger contre l'inflation. Et il y a aussi un manque de devises. Vous voyez, ce qui va agrandir la demande de devises, et pendant le temps que l'offre de devises est bas, ça va aussi participer à une augmentation du taux d'échange entre la monnaie nationale et la devise. Donc une fragilité monétaire. Donc il ne faut pas s'inquiéter dans ce domaine, il y aura forcément une augmentation du taux d'échange, en dépréciation de la monnaie, en faveur de la dépréciation de la monnaie nationale. Oui, bon, mais dernière question avant de laisser... Bon, j'étais en train de parler de fragilité monétaire avec tout ce que vous êtes en train de dire là, les conséquences, et surtout parce que Abdallah a posé une question, c'est vrai que vous aviez commencé, il n'y a pas eu de quantité révélée. Est-ce que déjà d'entrée on peut parler d'une communication opaque de la part de la BCRG? De l'autre côté, quelles pourraient être les véritables conséquences? Mais c'est ce que je vous ai dit, depuis que je suis là, je ne cite que des conséquences. Peut-être c'est une politique pour les autorités de régulation de ne pas dire la quantité. Mais ils peuvent ne pas imprimer assez. Hein? Imprimer juste que le besoin. Vous voyez que sinon une meilleure façon de combler le déficit budgétaire est par exemple que la Banque centrale aide l'État à vendre des titres publics. Est-ce que vous voyez? Parce que ça ne vient pas souvent augmenter la masse monétaire en circulation. Ça augmente les réserves des banques primaires, hein, auprès de la Banque centrale. Est-ce que vous voyez? Il s'agit d'une question de monnaie banque centrale. Bien. Mais ce n'est pas ce qui est fait. L'État a préféré la planche à billets, même si c'est une ancienne pratique, et pourtant on parle de refondation de l'État et de la gouvernance, de restitution. Donc ça peut être aussi pour éviter les effets d'annonce. Parce que l'effet d'annonce en économie a un impact grand sur la population. C'est ce qui fait au cas à l'arrivée de Kouyaté, qui avait dit je vais sortir, je vais aller chercher les devises, je vais faire ça. La population a eu peur, les commerçants ont eu peur. Donc ils ont dit la devise va venir, les prix des biens vont baisser. Automatiquement ils ont donné les choses comme ça. Un bien qui était à 5 000, les prix ont baissé. Et donc voilà, je suis obligé de parler le français facile pour me faire comprendre. Monsieur Mohamed Lamine Camara, économiste, notre invité de ce matin avec lui, nous avons parlé d'émissions ou de la mise en circulation de nouveaux billets de 20 000. Aujourd'hui, en quelques phrases, si vous étiez à la place de la BCRG, qu'auriez-vous fait? En quelques phrases. Hein, moi, si j'étais à la place de la BCRG, plutôt à la place de l'État, j'allais mettre le système de financement par les banques publiques de développement. Vous savez, les banques publiques de développement sont des banques d'État, des institutions au service de l'État qui prennent pour l'État des projets, des financements que le reste du secteur financier ne prend pas. Ils ont deux avantages persistants. Ils s'intéressent aux activités de réduction du taux de chômage, des activités de production. Et de l'autre côté, ils ont des responsabilités internationales à travers des engagements que l'État prend dans des dispositions comme par exemple les objectifs du millénaire pour le développement. Il peut s'intéresser à ça aussi pour aider l'État. Merci d'être passé dans cette émission, Monsieur Camara. C'est un plaisir et c'est un devoir. Je suis à votre service. La pause, derrière on continue, on poursuit, on parle de la situation du côté des États-Unis avec Donald Trump.
KVTV, la télé du développement. Les prises de décision du président Donald Trump font des mécontents de la Californie à New York en passant par le Texas. Des manifestations ont été organisées ce samedi 5 avril dans de nombreuses villes américaines pour s'opposer à Donald Trump. Ces mouvements baptisés Hand Off Ballet Pat en français sont la première mobilisation d'ampleur contre la politique du milliardaire président républicain depuis son retour à la Maison Blanche. On en parle ici en plateau avec les débatteurs de cette émission, le Scanner. Il y a également Donald Trump qui aujourd'hui est décrié du côté des États-Unis. Peut-on dire que c'est un profond mépris pour l'Europe, le monde ou une rupture dans la relation transatlantique? Absolument. Je pense que Donald Trump, qui, il faut le rappeler, déjà avait annoncé les signes avant-coureurs depuis un bon bout de temps, bien avant qu'il ne soit réélu pour un deuxième mandat, un second mandat, pour ainsi dire. Et il est en train d'appliquer ce qu'il avait dit. Et je pense que c'est à ses risques et périls. Parce que les États-Unis, ce qui a fait les États-Unis, ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est, disons, leur influence à travers le monde. L'influence militaire, l'influence économique, l'influence diplomatique. Alors quand quelqu'un vient, il décide de dire bon, on coupe ça, on coupe par-ci, on coupe par-là. Je pense qu'automatiquement, il réduit de facto aussi l'influence des États-Unis sur le monde. Donc ça, c'est quelque chose de très fondamental. On est bien d'accord que dans ses campagnes, il avait rappelé que c'est l'Amérique d'abord. On est tous d'accord. Il faut faire en sorte que les Américains puissent bénéficier, disons, de l'économie américaine. On est bien d'accord sur ces aspects-là. Mais de là à dire que, en ce qui concerne l'Europe, puisque c'est des alliés quand même traditionnels, le continent européen, les États-Unis, c'était des alliés depuis un bon bout de temps. Et l'OTAN, l'organisation transatlantique dont vous parlez aujourd'hui, en fait foi en ce qui concerne la sécurité de l'Occident. Vous avez vu aujourd'hui, cette alliance aujourd'hui est menacée de disparition parce que tout simplement les États-Unis parlent là effectivement disons d'une contribution à un sens, c'est-à-dire que il faut que les Européens puissent encore une fois mettre la main dans la poche pour pouvoir participer, disons, au financement de la sécurité de l'Europe. Alors, nous savons très bien que c'est un accord qui date de longtemps, dont Donald Trump est appelé à revisiter. Les droits de douane dont on parle, parce que c'est ce qui quand même a embrouillé tout le monde entier, notamment la Chine, disons, quelques pays asiatiques, je vais parler de l'Inde, la France, enfin bref, l'Europe de manière générale. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est désemparé, tout le monde qui est aujourd'hui, disons, complètement, disons, désorienté par une politique aujourd'hui qui me semble être, disons, contre-productive pour les Américains d'abord, mais aussi pour le monde entier. Je m'explique, parce que quand nous parlons des États-Unis, nous parlons d'un certain nombre d'organisations dont on a fondamentalement coupé, disons, les financements. Et je pense que là, conséquence aujourd'hui, c'est que ces États-là ou ces organisations-là vont essayer d'aller vers d'autres alternatives. Et quand ces alternatives sont bien peaufinées, ça peut bien marcher. Et c'est ce qui fait dire que les États-Unis vont perdre leurs influences à travers le monde, à force de me répéter. Et quand ça continue comme ça, je pense que les États-Unis, Donald Trump risque, comme beaucoup l'ont prévu, et c'est le cas de l'ancien président Barack Obama, c'est le cas de Kamala Harris, de Kamala Harris, qui ont rappelé un certain nombre de faits. Aujourd'hui, Donald Trump, qui avait déjà posé des actes qui continue aujourd'hui de suivre les États-Unis pendant sa première magistrature et qui continue encore une fois de poser les mêmes actes. Certains vous diront qu'il est venu pour refonder le monde, mais je pense qu'on ne peut pas refonder. Il faut craindre. On ne peut pas refonder le monde avec une telle folie. Bien, oui, Mohamed Lebas, aujourd'hui, ce sont des Américains eux-mêmes qui expriment leur ras-le-bol. J'ai posé tantôt la question, est-ce un vent de contestation ou le début d'une prise de conscience collective? Je crois qu'il faut prendre le deuxième point, une prise, disons, de conscience collective.
collective, pour ne pas même dire assez collective aujourd'hui contre Trump. C'est vrai que Trump est en train de mettre à exécution ce dont ces différentes menaces bien avant son retour à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut craindre? Je crois que déjà c'est pour le monde, parce que quelqu'un qui vient dans une optique de refondation même au-delà des frontières américaines, je crois qu'il y a quand même ce qu'il faut aujourd'hui craindre de toutes, disons, ces représailles, parce que moi j'appelle cela comme ça. Vous le savez, avec ces suspensions, on parle de la suppression, voire même on parle d'aide humanitaire accordée au pays, on parle de par-ci, on parle de par-là, toutes ces décisions de dernière minute ou des décisions même de prise ou de reprise de pouvoir de Donald Trump, la plupart des décisions sont vraiment unilatérales. Et ce sont des décisions qui n'arrangent même pas, non seulement des États-Unis, mais aussi le monde entier. Vous avez vu concernant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, vous avez vu cette partition, enfin cette intervention de Donald Trump, ces différentes vérités à lui, ces vérités à lui concernant cette guerre-là. De l'autre côté, aujourd'hui, par rapport même à la population américaine, ça ne va pas. Aujourd'hui, il faut classer cette manifestation quand même dans cet ordre d'un éveil de conscience, c'est-à-dire d'un éveil de conscience, disons, aux multiples facettes. Bien. Maintenant, que cela dépendra de la conclusion des choses et aussi de l'adhésion populaire par rapport à cette autre façon, politique, oui, à la politique de Donald Trump, cette autre façon de faire ou cette autre vision de l'actuel président américain. Vous le savez déjà que par rapport à l'unilatéralisme concernant ces différentes décisions-là, ça n'arrange pas les Américains et bien, non plus les populations du reste du monde. Oui, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les populations ont peur de cette politique menée par Donald Trump? Est-ce qu'on peut dire même que, on peut se poser la question, est-ce qu'il va fléchir? Est-ce qu'il va faire marche arrière connaissant Donald Trump? Yamoussa Cheikh. C'est comme le disent les habitants de l'Axe, même famille. Peut-être que les Américains ont compris, les Américains qui ont élu. Pas les habitants de l'Axe, les jeunes, des jeunes de l'Axe. C'est fondamental. Peu importe, voilà. Les habitants de l'Axe et les autres de l'Axe sont des habitants de l'Axe. Je poursuis. Voilà. Il a compris lui aussi. Ouais. Et donc, les Américains ont élu Donald Trump. Certes, ils ont compris que Donald Trump veut bouleverser l'ordre mondial des choses. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, pas seulement aux États-Unis d'Amérique, mais les manifestations spontanées surgissent partout, même dans les capitales européennes. Vous avez vu dans les infos, mais Donald Trump, lui, a des raisons que la raison elle-même ignore. Parce qu'il pense que, hier, Diallo l'a rappelé tout à l'heure, avec cette taxe douanière qui a été imposée à plusieurs pays, il pense que ces pays se sont enrichis dans le dos des États-Unis. C'est ce qu'il pense. Alors, est-ce que Trump se trompe? Nous nous demandons, en tout cas. Mais je viens de vous dire qu'il a ces raisons que la raison elle-même ignore. Bien. Justement. Alors, tout est parti de cette augmentation de la taxe douanière. Vous avez vu, avec des différents volumes, les pays ont été sanctionnés différemment. Ça fait détoler. Aujourd'hui, Donald Trump pense qu'il est en train de remettre la pendule à l'heure. Il est en train de donner l'Amérique aux Américains. Aux Américains, comme avec son slogan, l'Amérique aux Américains. Donner à l'Amérique ce qui appartient à l'Amérique. Mais sauf qu'il oublie les principes fondamentaux. Il oublie tout ce qui est traité internationaux avec les autres pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a un risque d'inflation vis-à-vis de pouvoir d'achat même des Américains. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et aux États-Unis et en Europe, les gens sont descendus dans la rue pour dire stop à la politique de l'administration Donald Trump. Et moi, je pense qu'il est temps que le monde entier fasse face à Donald Trump qui est sur un élan de bouleverser
et tout l'ordre mondial. Avant qu'il Allez, soit trop tard. Hein. C'est déjà compromis avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs très rapidement. En 1 minute, sur notre page Facebook Kavi TV. Bonjour la radio du développement. À mon avis, la date du 21 septembre 2025 est bel et bien tenable pour le référendum, car si on veut, on peut. Mais ce qui caractérise nos dirigeants, c'est le manque de volonté qui ne date pas d'aujourd'hui. On enchaîne toujours sur le plus 224 629 95 67 deux fois. Bonjour mes chers journalistes, l'écoute est très favorable à Dabompa. Bon début à vous. Vous nous avez beaucoup manqué. Zakaria Diallo depuis Dabompa qui nous écrivait cette réaction. Bonjour, bon retour à toute l'équipe du scanner. C'est Gibril Souma depuis Koya Wankifon Carrefour. Je pense qu'il faut saluer cette annonce du président de la transition sur la tenue prochaine du référendum, puisque c'est la porte d'entrée des autres élections. Mais la question que je pose est, qu'en est-il des autres élections qu'il avait promis d'être tenues courant l'année 2025? Et cette autre délégation, il dit, c'est Gibril, c'est Kibli Demba depuis Sanoya. Il n'y a pas d'exclusion de qui que ce soit. Ceux qui sont en exil volontaire ne représentent plus grande chose aux yeux des Guinéens. L'heure n'est plus au rendez-vous, mais au dialogue. L'heure n'est plus au dialogue, mais à l'exécution des décisions. Sinon, on n'ira nulle part. On se connaît tellement dans ce pays que si on dit d'attendre l'accord de tous, on restera toujours au point zéro. Dernier SMS, certainement, de boucler cette émission. Si là, rue 15, salut, et je vous souhaite bonne reprise. Sans démagogie, Ablala, vous nous avez manqué, trop manqué, mon patron, honorable Job Beto, et vous suit à l'instant. Et le communicant du CNRD, il faut que les gens cessent de tromper. Mon général Mamadi Doumbouya, comment partir au référendum? On n'a pas de projet de constitution. Nous allons voter quoi? Alors je demande à mon général de ne pas accepter de dévaloriser son décret présidentiel. Sila rue 15, qui nous écrivait depuis Bessia. Merci à toutes et à tous. Merci à Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à Moussa Cheikh. Merci à tous. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain à l'équipe technique également. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.